Parashat Bo. Notre parasha s'ouvre sur les 3 dernières makotes parmi les 10 makotes d'Égypte, donc à savoir Arbe, Rocher, Makat, Bechorot. Dans ces 3 makotes, on peut percevoir quelque chose de nouveau, une négociation entre Moshe et Paro sur la sortie des béné Israël d'Égypte. Paro va proposer à Moshe de faire sortir une partie du peuple et Moshe va s'opposer plusieurs fois. J'aimerais dans ce cours retenir quelques leçons sur la façon de négocier avec l'ennemi. Donc, en effet, Paro propose à Moshe, les Chuna Gevarim, que les hommes partent. Donc, il propose donc à Moshe que les femmes et enfants restent en Égypte, mais uniquement les hommes partent pour servir votre Dieu. Chose sur laquelle Moshe va s'opposer fermement en disant la fameuse phrase Bina Arenu, ou Biskenenu Neler, Bebanenu, Bivnotenu, Bifkarenu, Ubsonenu Neler. Donc, on partira tous, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les enfants, les troupeaux, les bétails, etc. Et suite à cela, donc va s'abattre la plaie de Arbé, des sauterelles, puis la plaie de Rocher, des ténèbres. Et à ce moment-là, Paro essaye une nouvelle fois en disant, cette fois-ci je suis d'accord, vous pouvez partir femmes, enfants, hommes, etc. Mais laissez au moins le bétail. Selon certains commentateurs, c'était une façon de garantir qu'ils finiront par revenir. Mais en tout cas, Paro donc envisage de laisser partir tout le peuple, l'intégralité du peuple. Malgré tout, Moshe s'oppose fermement et donc il dit on sortira seulement avec le bétail. Et ce qui est surprenant, donc première question, pourquoi Moshe n'accepte pas la proposition de Paro? Pourquoi ne laisse-t-il pas déjà en premier plan sortir les hommes, puisqu'il a une opportunité qui pourra peut-être rater? En plus, nous savons que Hachem peut toujours faire d'autres makotes pour faire sortir le reste. Pourquoi pour Moshe c'est ou tout ou rien? Pourquoi ne pas sauter sur chaque opportunité que Paro propose, vu que c'est un peu ce qu'on attend depuis le début des makotes, qu'il soit d'accord de faire sortir donc les béné Israël? La question elle est d'autant plus forte lorsque Paro propose de laisser sortir tout le peuple sauf le bétail. Pourquoi s'attacher à ce détail-là et dire c'est ou tout ou rien? Et si le bétail reste, eh bien nous restons. Plus que cela, Moshe, au cœur même de l'Égypte, avant de sortir, dira à Paro, non seulement nous allons tous sortir, mais dans 3 mois, nous allons faire Chag Hashem, la fête. Selon les commentateurs, il s'agit de Matan Torah. Pourquoi parler déjà de la fête? Pourquoi crier victoire avant même sortir d'Égypte, alors que nous sommes encore esclaves à Paro? On pourrait expliquer une première leçon que Moshe ne voulait absolument pas qu'on perçoive la sortie d'Égypte comme simplement une sortie de prison. On pourrait voir la sortie d'Égypte comme un peu une libération d'otages, une sortie de prison. Pour Moshe, il s'agit de quelque chose de bien plus fort. Il ne s'agit pas d'une sortie, mais plutôt d'une entrée. D'une entrée dans le peuple de Dieu, le Ham Hashem. Le souci de Moshe était justement que les béné Israël comprennent bien qu'on n'est pas en train de sortir de l'esclavage, en train de se libérer de cette oppression, mais surtout en train de rentrer dans le peuple d'Hachem. Nous allons servir Dieu. On sait que Moshe dit à maintes reprises dans la paracha Shalach et Ami Veyavduni, donc il dit au nom de Hachem à Paro, Shalach renvoie mon peuple Veyavduni et qu'il me serve. Alors aujourd'hui, cette formule est devenu assez légendaire. C'est un peu un cri universel dans tout ce qui concerne la lutte contre l'oppression. En anglais d'ailleurs on dit Let my people go, laisse sortir mon peuple. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est le mot d'après, Veya Avduni. L'idée de la sortie d'Égypte, c'est pas simplement de sortir, c'est surtout de rentrer dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu, dans le Reshut d'Akadosh Baruch Hu. Et donc si c'est ainsi, on peut comprendre pourquoi Moshe tient tellement à faire sortir tout ou rien, tout le peuple uniquement, parce que pour créer un peuple, pour rentrer dans le peuple de Dieu, eh bien c'est ou tout ou rien. Il ne s'agit pas juste simplement de sortir de prison, de se libérer de l'Égypte, mais de rentrer dans les Arba Amot d'Akadosh Baruch Hu, de faire partie, de créer une alliance avec Hachem, et pour ça c'est ou tout le peuple ou rien. Il s'agit ici de créer un peuple. Et un peuple, ça comprend hommes, femmes, enfants, etc.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il lui parle déjà de la fête, pour bien créer dans notre conscience que nous sortons vers quelque chose. Il y aura une fête, c'est pas simplement une sortie géographique, mais il y a une création qui se passe à ce moment-là. Donc ça pourrait être une première leçon qu'on peut apprendre de la paracha. On pourrait retenir une leçon sur la situation actuelle. La sortie des otages n'est pas uniquement une sortie de prison, mais surtout un retour à la nation, un retour au peuple juif, d'où l'importance de la sortie de tous les otages, car chaque juif qui manque au peuple d'Israël, eh bien c'est un manque dans la complémentarité du peuple juif. Une deuxième leçon qu'on pourrait apprendre de cette paracha, c'est que cette négociation entre Moshe et Paro, en réalité, est une guerre psychologique. C'est un combat cognitif. Qui est le gagnant de cette guerre? Parce que même si Paro laisserait le peuple d'Israël sortir d'Égypte, il pourrait encore dire que c'est lui le vainqueur, c'est lui encore le maître, et nous les esclaves. Même si nous sortons d'Égypte, rien ne dit que nous ne sommes pas perçus encore comme les esclaves de Paro. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Paro, si on analyse les parachiotes, reste plutôt patient tout au long des Makot, mais il y a un seul moment où il perd totalement patience, c'est à la fin des Makot, après Makat Rocher, où lorsque il va proposer à Moshe de sortir, que tout le monde sorte sauf le bétail, là, à ce moment-là, Moshe s'oppose fermement, je ne me souviens plus du texte, mais il lui impose même la réalité, chose sur laquelle Paro va réagir beaucoup plus brutalement, et il va dire « Ishamer alecha al tosev reot panay ki beyom reotra panay tamut ». Tu dis maintenant ne reviens plus, si tu reviens, tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Paro est beaucoup plus virulent, beaucoup plus agressif à ce moment-là? En fait, tout au long des Makot, Moshe s'adresse à Paro avec beaucoup de respect. C'est Paro qui décide, c'est Paro qui est encore le maître. On demande en permanence à Paro de bien vouloir laisser sortir le peuple. Donc c'est toujours Paro qui reste le maître, qui reste celui qui prend la dernière décision. Donc bien qu'il y a les plaies, qu'il y a les Makot et que Moshe est un mokesh, comme le terme du verset, malgré tout, Paro, c'est encore lui le maître, c'est encore lui qui décide. Même s'il les laisse sortir, c'est lui qui a pris cette décision, donc nous sommes encore des sujets, des esclaves à Paro. Le moment où Paro va sortir de ses gonds, c'est lorsqu'on lui impose une réalité. À ce moment-là, il comprend une chose, c'est que c'est plus lui le maître, c'est les Béné Israël qui deviennent les maîtres. Les rôles donc s'inversent à ce moment-là. Et ça donc, c'est peut-être l'importance de cette négociation pour apprendre donc la façon dont Moshe va parler avec Paro, où il s'oppose fermement, pour ça qu'il ne veut pas à chaque fois céder aux propositions de Paro, pour justement créer la Toda'a, la signification de cette sortie. C'est pas vous les vainqueurs, ce sont nous les vainqueurs. Aujourd'hui aussi également dans la situation à Gaza, eh bien c'est exactement ce qu'on voit, que le Hamas ne cesse de dire que c'est lui le vainqueur malgré le désastre. Eh bien Moshe nous apprend ici la façon dont on fait une guerre Toda'ati. Eh bien c'est justement d'annoncer, de s'opposer fermement, d'annoncer d'ailleurs qu'on va faire la fête en sortant. Tout cela c'est pour installer déjà dans la tête de Paro que lorsque nous allons sortir, eh bien c'est nous les vainqueurs, dans le sens où nous ne sommes plus tes esclaves, mais nous sommes les esclaves de Dieu. La troisième leçon qu'on pourrait retenir de cette paracha, mais avant tout j'aimerais poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant cette Makala de Harbé pour que Paro propose soudainement de laisser sortir une partie du peuple? Pendant 7 Makot, à aucun moment Paro n'a eu l'idée de proposer une chose pareille. Qu'est-ce qui s'est passé? Makara. En fait, le verset juste avant nous dit que les Avadim, donc les conseillers, les serviteurs de Paro, lui ont dit Admata yelanu les mokesh, jusqu'à quand ces plaies-là, ces makot seront un piège pour nous? À Terem Teda ki Avda Mitzraim, tu ne vois pas que Mitzraim l'Égypte est en train de disparaître, tu ne vois pas le désastre? Et juste après ces propos-là, Paro va commencer déjà une démarche de libération. On pourrait retenir ici une autre leçon, c'est que si le peuple, si un dirigeant prend des mesures comme Paro, essaie d'oppresser un peuple, etc., ne pas laisser sortir, eh bien c'est que le peuple adhère aussi, ses conseillers, le peuple adhère
à l'idéologie du dirigeant. Mais si le peuple et les conseillers de Paro, enfin peu importe, viennent s'opposer à ce dirigeant-là, eh bien on voit que directement ça va entraîner une réaction où il va lui-même entamer une démarche de faire libérer ce peuple. Donc on pourrait retenir qu'il n'y a pas d'innocents, il faut arrêter de parler de Khapim Mipesha, d'innocents. Lorsque un dirigeant prend des décisions, c'est forcément que le peuple adhère quelque part à cette idéologie. Si il s'opposait fermement, eh bien on voit comme dans la paracha où Paro, qui était extrêmement têtu, qui était endurci, eh bien lui-même va finir par céder. Shabbat Shalom Uvorach.